Un travail de fonctionnaire sans intérêt, a expliqué papa à ses amis. Sûrement du classement, a ajouté ma sœur. J'ai bu une gorgée de café. La ligne directe de la Maison-Blanche a sonné, conseillère, réunion de sécurité nationale, immédiatement. Tout le monde a pâli. La terrasse du country club donnait sur le 18e trou, où les coéquipiers de golf de mon père terminaient leur partie du samedi matin. J'avais été invité à ce brunch familial, avec l'idée bien précise que j'étais là pour me faire des relations, des gens susceptibles d'aider à faire décoller ma carrière au point mort, comme ma mère l'avait si délicatement exprimé. Ainsi, voilà la plus jeune, a dit Richard Hartwell, en me tendant la main. Il était associé senior dans l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Washington. Ton père me dit que tu travailles pour le gouvernement. C'est exact, ai-je confirmé, en lui serrant la main. Dans quel ministère? A demandé son épouse, Patricia, avec un sourire poli, mais désintéressé. Je travaille pour le pouvoir exécutif, ai-je simplement répondu. Le pouvoir exécutif, est intervenu rapidement mon père. Rien de très passionnant, j'en ai bien peur. Principalement du travail administratif, d'après ce que j'ai compris. Émilie s'est toujours plus intéressée au service public qu'à une véritable progression de carrière. Ma sœur aînée, Jessica, a ri, tout en faisant tourner son mimosa dans son verre. Elle aurait pu se lancer dans le droit des affaires, comme moi, mais non, elle voulait servir son pays. Très noble, mais complètement fauché. Il y a de l'honneur à servir l'État, a concédé Patricia, d'un air charitable, même si le salaire est médiocre. Que fais-tu exactement, Émilie? Tu aides à traiter des permis? Tu travailles aux archives? Un travail de fonctionnaire bien ennuyeux, a expliqué papa avant que je ne puisse répondre. En adoptant un ton apologétique envers ses amis. Vous savez ce que c'est, avec ces postes fédéraux. Beaucoup de bureaucratie, et très peu de responsabilité. Cela fait 8 ans qu'elle y est, et toujours aucune vraie promotion en vue. Probablement du classement, a ajouté Jessica, avec un petit sourire. Narquois, ou alors planifier des réunions pour les gens qui prennent de vraies décisions. J'ai bu une gorgée de café, sans rien dire. Richard s'est adossé à sa chaise. 8 ans, c'est long pour rester bloqué à un poste débutant. Émilie. As-tu pensé à passer dans le secteur privé? Je suis sûr qu'avec ton expérience dans la fonction publique, tu pourrais trouver quelque chose dans la conformité, ou les affaires réglementaires. Le salaire serait certainement meilleur. Je me sens bien là où je suis. Ai-je dit. Ma mère a poussé un grand soupir. C'est bien là le problème. D'Émilie. Elle se contente de peu. Aucune ambition pour monter plus haut. Son frère, David, est chirurgien en chef à Johns Hopkins. Jessica, ici présente, vient de passer associée junior dans son cabinet. Et Émilie, eh bien, elle se satisfait de son poste de fonctionnaire. Dans quel ministère es-tu, exactement? A insisté Patricia, cherchant visiblement à trouver quelque chose de positif à dire sur ma carrière. Je travaille en étroite collaboration avec plusieurs ministères, ai-je répondu. C'est de la collaboration transversale. Ah, a fait Richard, d'un air averti, de la coordination administrative. Il faut bien que quelqu'un fasse tourner la machine bureaucratique, j'imagine. Exactement. A approuvé mon père avec empressement. Émilie a toujours été douée pour l'organisation et le travail de détail, mais elle n'est tout simplement pas très ambitieuse quant à son avancement. Jessica s'est penchée vers Patricia, d'un air connive. Elle aurait pu être assistante juridique pour un juge de la Cour suprême avec ses diplômée de Yale, major de sa promotion, présidente de la revue juridique. Au lieu de ça, elle a accepté un poste de débutante dans le public, et elle y est restée. Depuis. Nous avons essayé de la convaincre de faire quelque chose de plus grand de sa vie,
Mais, elle a haussé les épaules, impuissante. Je fais exactement ce que j'ai envie de faire, ai-je dit calmement. Mais pour combien de temps? A demandé maman, avec une pointe de frustration dans la voix. Tu as 36 ans, Émilie. Quand vas-tu enfin commencer à te constituer un vrai patrimoine? Une vraie influence? Tu ne peux pas vivre indéfiniment avec un salaire d'échelon GS12. GS12? Richard a haussé les sourcils. Après 8 ans, Émilie, sans vouloir être dure, c'est inquiétant. La plupart des gens sont GS14 ou 15 à ce stade, s'ils ont une vraie trajectoire. Les carrières dans la fonction publique évoluent lentement, a dit gentiment Patricia, je suis sûr qu'Émilie bénéficie au moins d'une bonne sécurité de l'emploi. La sécurité de l'emploi sans avancement, ce n'est qu'un autre mot pour désigner la stagnation, a déclaré mon père. C'est ce que je n'arrête pas de lui dire. La sécurité ne bâtit pas des dynasties. Prenez Richard, par exemple, associé senior avant 40 ans. Ça, c'est de l'ambition, c'est de la hargne. Richard a hoché la tête avec modestie. Le secteur privé récompense le mérite. Le travail dans le public est bien, c'est très égalitaire. Tout le monde avance au même rythme, quel que soit le talent. Exactement. S'est écriée Jessica. Émilie a tout ce talent, toutes ses études, et elle le gâche à brasser du papier dans un bureau sans fenêtre, quelque part à Washington. C'est tragique. J'ai une fenêtre, ai-je fait remarquer. Oh, une fenêtre? A répété maman sur un ton sarcastique. Eh bien, cela compense largement 8 années de stagnation professionnelle. Le serveur est arrivé avec nos plats, bénédictine, saumon fumé, fruits frais. La conversation s'est interrompue un instant. Alors, à quoi ressemble une journée type pour toi? A demandé Patricia, cherchant toujours, à toute force, à être polie. Quel genre de tâches traites-tu? Je relis des notes d'information, j'assiste à des réunions, je coordonne des actions avec différents intervenants, et je donne des conseils sur des questions politiques. Ai-je répondu? Des questions politiques? Mon père a émis un petit rire moqueur. Émilie, tu ne crées pas les politiques, tu assistes ceux qui les font. Il y a une différence. Elle veut probablement dire qu'elle apporte des synthèses politiques à ses supérieurs, a suggéré Richard. C'est une bonne expérience. En réalité, cela montre le sens du détail. Si tu veux passer un entretien dans mon cabinet un jour, Émilie, je serai ravi de dire un mot en ta faveur. Nous cherchons toujours des personnes ayant une expérience du secteur public, pour nous aider à naviguer dans les réglementations. C'est très généreux, ai-je dit, mais je suis très bien là où je suis. Jessica a secoué la tête, incrédule. Tu n'arrêtes pas de dire ça. Bien. Mais Émilie, tu pourrais gagner 300 000 $ par an dans le privé. Au lieu de ça, tu gagnes combien? 70, 80. Quelque chose dans ce genre-là, ai-je dit de manière vague. Tu vois, c'est bien ça le problème, est intervenu maman. Tu ne sais même pas exactement ce que tu gagnes. Tu ne penses pas du tout à l'argent. Pendant ce temps, ta sœur achète des immeubles de rapport, ton frère vient d'acheter une maison de vacances dans les Hamptons, et toi, tu vis dans ce minuscule appartement à Arlington. C'est un bel appartement, ai-je défendu. Doucement. Il fait 65 mètres carrés. A répliqué Jessica. Émilie, je te dis ça parce que je t'aime. Tu gâches ton potentiel. Tu étais brillante à la faculté de droit, tout le monde attendait de grandes choses de toi, et maintenant, tu te contentes de stagner. Tu ne grandis pas, tu n'avances pas, tu existes seulement dans un poste intermédiaire du gouvernement, dont personne n'a jamais entendu parler. Le téléphone de Richard a vibré. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, et son visage s'est éclairé.
En parlant de postes gouvernementaux, je viens d'avoir la confirmation, nous rencontrons le secrétaire d'État adjoint la semaine prochaine, pour les négociations sur l'accord commercial. Nous avons enfin surmonté la lourdeur bureaucratique. Impressionnant, a dit mon père, d'un air admiratif. C'est ce niveau-là que tu devrais viser, Émilie. Secrétaire d'État adjoint. Des postes au niveau du cabinet ministériel, le vrai pouvoir. Ce sont des nominations politiques, a fait remarquer Patricia. Il faut des relations pour atteindre ce niveau-là. Sans vouloir te vexer, Émilie, je doute que tu aies bâti ce genre de réseau en faisant du travail administratif. On ne sait jamais, ai-je dit. Jessica a ri. Émilie, sois réaliste. Il faudrait que tu connaisses des sénateurs, des représentants, et peut-être même le premier cercle du président, pour approcher ce niveau. Tu as passé 8 ans à classer des papiers, et à assister à des réunions. Ce n'est pas comme ça qu'on tisse des liens qui mènent au vrai pouvoir. Mon téléphone a vibré dans mon sac à main. Je l'ai regardé discrètement, sous la table. Ligne sécurisée, la situation room de la Maison Blanche. J'ai posé le téléphone, écran face contre la table, à côté de mon assiette. Encore du travail inutile du gouvernement ? A demandé papa, en s'en apercevant. Impossible de profiter d'un brunch le samedi sans qu'il t'appelle. C'est la nature du travail de fonctionnaire, a dit Richard d'un ton compatissant. Ils ne respectent pas la vie privée, parce qu'ils savent que tu n'as rien de mieux à faire. Dans le privé, les clients respectent ton temps. Parce que tu factures 5 cents $ de l'heure. Émilie ne facture rien du tout, a souligné Jessica. Elle fait simplement ce que son supérieur lui dit de faire, c'est ce qui arrive quand on n'a aucun vrai moyen de pression. Mon téléphone a vibré à nouveau, puis encore une fois. Émilie, s'il te plaît, a dit maman, éteins ça, ou va régler ton problème plus loin. C'est un moment en famille. J'ai pris mon téléphone, 3 messages, tous marqués comme urgents. James Morrison, chef de cabinet, Émilie, nous avons une situation. Interception de renseignements concernant l'Ukraine. Besoin de ton évaluation. Immédiatement. Général Patricia Collins, conseillère des chefs d'état-major. Interarmée, confirmation de mouvement de troupes près de la frontière. Réunion du Conseil de sécurité nationale dans 30 minutes. Ta présence est requise. Directrice Sarah Zhang, Émilie, ça ne peut pas attendre. Nous avons besoin de toi dans la situation room tout de suite. Je suis désolé, ai-je dit en me levant. Tu dois régler ça un samedi ? A demandé Patricia, surprise. Les urgences gouvernementales ne suivent pas les heures de bureau, ai-je expliqué, en m'éloignant déjà de la table. Je me suis dirigé vers le bout de la terrasse, à l'écart des autres clients, et j'ai composé le numéro de la ligne sécurisée. Ici Emily Carter, ai-je dit doucement. La voix de James Morrison était tendue, Emily, Dieu soit loué. Nous avons intercepté des communications suggérant des mouvements militaires coordonnés. Dans 3 régions distinctes. Le président veut ton analyse avant que nous ne briefions les dirigeants du Congrès. À quelle vitesse peux-tu être à la Maison Blanche ? Je suis à Great Falls, ai-je dit, en regardant ma montre. 40 minutes avec le protocole de sécurité. Une voiture sera là dans 5 minutes. Envoie ta position. James, donne-moi l'essentiel maintenant, pour que je puisse commencer à analyser. Les canaux cryptés montrent une coordination inhabituelle entre des acteurs étatiques en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Le schéma correspond exactement au scénario que tu nous as présenté il y a 3 mois. Celui sur les tests de pression. Coordonnées visant les temps de réponse de l'OTAN. J'ai fermé les yeux, passant en revue les évaluations de renseignements que j'avais suivies. Avons-nous confirmé l'imagerie satellite ? L'NGA est en train de l'analyser,
Ils envoient l'évaluation préliminaire sur ton appareil. Sécurisé. Émilie, si tu as raison concernant cette coordination, cela signifie que nous faisons face à un test délibéré des capacités de réponse de l'Alliance. Ce n'est pas une menace immédiate, ai-je conclu, mais une répétition générale. Donne-moi 10 minutes pour revoir les interceptions avant la réunion. C'est d'accord, la voiture arrive dans 2 minutes. Et Émilie. Le président a spécifiquement demandé à te voir, toi. Pas le conseil, pas le département d'État. Toi. J'ai raccroché, puis je suis retourné à la table, où ma famille et leurs amis étaient plongés dans une discussion sur l'achat du yacht de quelqu'un. Tout est réglé, a demandé mon père d'un air détaché. Pas tout à fait. Ai-je dit, en ramassant mon sac à main, je dois y aller. Aller? Maman avait l'air vexée. Émilie, nous sommes en plein milieu du brunch. Tu ne peux pas simplement leur dire que tu es occupé? Malheureusement non. Ai-je répondu. Jessica a levé les yeux au ciel, c'est exactement ce dont nous parlions. Tu n'as aucun moyen de pression, aucune capacité à fixer des limites. Il claque des doigts, et tu sautes. Ce n'est pas du respect, Émilie, c'est de l'exploitation. Qu'est-ce qui peut bien être aussi urgent un samedi? Ah. Demandait Patricia. Je ne peux vraiment pas en discuter, ai-je répondu, je m'excuse d'écourter ce moment. Richard a secoué la tête. Émilie, écoute-le. Conseil de quelqu'un qui habite Washington depuis 30 ans. Si tu ne fixes pas de limites, les gens te marcheront dessus. Dis-leur que tu n'es pas en service, force-les à respecter ton temps. J'apprécie le conseil. Ai-je dit poliment. Dis-nous au moins qui t'appelle. A insisté mon père. Ton supérieur? Ton chef de service? Donne-nous un peu de contexte pour expliquer pourquoi tu abandonnes ta famille. Avant que je ne puisse répondre, un SUV noir, immatriculé au nom du gouvernement, s'est arrêté devant l'entrée du country club. 2 agents du secret service en sont sortis. Jessica les a remarqués. C'est pour qui sont-ils là? L'un des agents s'avançait d'un pas décidé vers la terrasse, son oreillette bien visible, balayant du regard les lieux, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi. Mademoiselle Carter, a-t-il dit, en s'approchant de notre table, nous sommes prêts. Dès que vous l'êtes, madame. La table tout entière a plongé dans le silence. Merci, agent Morrison, ai-je dit en me levant, un instant. Je me suis tourné vers ma famille, je dois vraiment y aller. Profitez bien de la fin de votre brunch. Attends, a dit Richard, son instinct d'avocat s'éveillant. Soudainement, le secret service. Pourquoi viendrait-il te chercher pour du travail administratif? Émilie. La voix de maman était hésitante à présent. Quel est exactement ton poste? Je travaille pour le pouvoir exécutif, ai-je répété calmement, je dois vraiment y aller, une situation requiert mon attention. L'agent Morrison a parlé dans son poignet, ici Mike, pour le nid d'aigle. Nous avons la conseillère, arrivée prévue à la Maison Blanche dans 35 minutes. Conseillère? La voix de Jessica n'était plus qu'un murmure. J'ai adressé un sourire d'excuse à Patricia et Richard, c'était un plaisir de vous rencontrer. Je suis désolé de devoir partir si vite. Alors que je me dirigeais vers le SUV, j'ai entendu la voix abasourdie de mon père derrière moi. Est-ce qu'il a dit conseillère et Maison Blanche? Je suis monté dans le véhicule, et l'agent Morrison a refermé la portière derrière moi. À l'intérieur, une tablette sécurisée m'attendait déjà, contenant des documents d'informations cryptées. J'ai immédiatement commencé à lire les rapports de renseignements, tandis que nous quittions le country club. La situation en Ukraine évoluait exactement comme je l'avais prédit dans mon rapport. Confidentiel, 3 mois plus tôt. Cette source de renseignements différente confirmait une coordination entre des acteurs qui n'avaient aucune raison évidente de communiquer. C'était un test,
une tentative pour mesurer la rapidité avec laquelle l'OTAN pouvait mobiliser ses informations et sa réponse. Mon téléphone sécurisé a sonné. L'écran affichait la ligne directe du président. « Monsieur le Président. » ai-je répondu. « Émilie, James me dit que tu es à 40 minutes. J'ai besoin de ton analyse avant de briefer le président de la Chambre. Est-ce ce contre quoi tu nous avais mis en garde? Monsieur, cela correspond en tout point au schéma de coordination que j'avais identifié au printemps. Il teste notre temps de réponse et nos protocoles de partage d'informations. Ce n'est pas une attaque imminente, c'est de la reconnaissance. Pour une planification future. Donc, nous ne nous dirigeons pas vers une réponse militaire? Non, monsieur. Nous nous orientons vers un signal diplomatique, combiné à une surveillance renforcée. Je recommande que nous démontrions que nous avons détecté la coordination plus rapidement qu'ils ne l'espéraient. Montrons-leur que nous les observons, et que nous partageons les renseignements de manière fluide entre alliés. C'est bien ce que je pensais. Que tu dirais? À tout de suite, dans 30 minutes. La ligne s'est coupée. Pendant ce temps, de retour au country club, j'apprendrai plus tard que mon téléphone personnel, celui que j'avais laissé sur la table dans ma précipitation, s'était mis à vibrer sous l'effet des notifications. Ma sœur Jessica, choquée et confuse, avait regardé l'écran s'illuminer de messages. Secrétaire d'État, Émilie, je confirme que tu nous brieferas après la réunion avec le président. Conseiller à la sécurité nationale, ton évaluation était exacte, il nous teste. Directrice du renseignement national, besoin de ton analyse pour le briefing du Congrès. Oh, mon Dieu, avait murmuré Jessica, en lisant les notifications. Maman, regarde son téléphone. Ma mère l'avait pris de ses mains tremblantes. Voyant défiler message après message, tous provenant de membres du cabinet, de chefs militaires, et de directeurs du renseignement. Ce n'est pas possible. Avait dit mon père, ça ne peut pas être vrai. Richard, en tant qu'avocat, s'était montré plus pragmatique. Ce sont des numéros officiels du gouvernement. J'en ai reconnu plusieurs grâce à des affaires sur lesquelles j'ai travaillé, ce sont de vrais numéros. Le téléphone avait alors sonné, l'identifiant affichant « Président de la Cour suprême Martinez ». Personne n'avait osé décrocher. Patricia, de son côté, faisait défiler des pages sur son propre téléphone, le visage devenant de plus en plus pâle. Il y a une Emily Carter répertoriée sur le site de la Maison-Blanche. Conseillère adjointe à la sécurité nationale, confirmée par le Sénat il y a 8 ans. Ancienne élève de Yale Law, ancienne assistante du juge Roberts. Ancienne de la division sécurité nationale du ministère de la Justice. Elle avait levé les yeux, il y a une photo. C'est elle. Le silence à cette table était devenu absolu. Conseillère adjointe à la sécurité nationale, avait répété lentement Richard. Ce n'est pas classer des papiers. C'est l'un des postes les plus puissants de tout le gouvernement fédéral. Jessica lisait les mêmes informations, les mains tremblantes, il est écrit. Qu'elle conseille directement le président sur toutes les questions de sécurité nationale. Elle a un niveau d'habilitation supérieur à la plupart des membres du cabinet. Elle coordonne le renseignement entre toutes les agences. Sa voix s'était brisée. Elle est l'une des personnes les plus influentes de Washington, mais elle a dit qu'elle faisait du travail administratif, avait protesté maman d'une voix faible. Elle administre la politique de sécurité nationale de l'ensemble des États-Unis, avait corrigé Patricia, continuant sa lecture. Il est écrit ici. Elle a joué un rôle déterminant dans le cadre de paix au Moyen-Orient il y a 2 ans, dans le traité de cybersécurité avec les alliés de l'OTAN, et dans les négociations commerciales avec l'Asie du Sud-Est. Son travail est classé secret, mais les résultats ont redéfini la politique étrangère américaine. Mon père avait pris son téléphone d'une main tremblante et tapé mon nom sur Google.
Les résultats avaient dressé un tableau que aucun d'entre eux n'avait pris la peine de chercher à voir auparavant. Washington Post, la personne la plus puissante dont vous n'avez jamais entendu parler. Dans les coulisses de l'influence d'Emily Carter sur la sécurité américaine. Avait-il lu à haute voix? Foreign Affairs Journal, la vision stratégique de la conseillère adjointe. Carter redéfinit la diplomatie moderne. The Economist, comment une femme a changé la façon dont l'Amérique conçoit la sécurité globale. Nous la traitions d'archiviste, avait chuchoté Jessica, nous lui disions de passer des entretiens dans des cabinets d'avocats pour des postes de conformité. Richard lisait son propre téléphone, l'air mortifié. Elle n'a besoin de passer d'entretien nulle part. D'après ceci, on lui a proposé des postes dans tous les grands cercles de réflexion, cabinets d'avocats et groupes de conseil de Washington. Harvard lui a offert une chaire de professeur titulaire, le Council on Foreign Relations la voulait comme présidente. Et elle a tout refusé pour rester au service de l'État. Et son salaire? Avait demandé maman, d'une voix éteinte. Nous disions qu'elle gagnait 70 ou 80 000 $. Les conseillers adjoints à la sécurité nationale perçoivent le salaire des cadres de niveau 2. Les avait informés Richard, soit environ 220 000 $ par an. De plus, elle a très probablement des revenus annexes issus de publications et de conférences. Elle gagne sans doute près de 300 000 $ par an, sans compter la valeur inestimable de son habilitation de sécurité et de son réseau. Et nous l'avons traité de haut, avait dit Jessica, les larmes lui montant aux yeux. Pendant 8 ans, nous l'avons traitée comme si elle avait raté sa vie. Patricia avait trouvé une vidéo d'une conférence de politique étrangère. Regardez ça. Elle est dans un groupe d'experts avec d'anciens secrétaires d'État, des ambassadeurs, des spécialistes. Et tous s'en remettent à son analyse. Le modérateur la présente comme l'esprit stratégique le plus brillant de sa génération. Mon père avait regardé la vidéo, me voyant exposer une stratégie géopolitique complexe avec cette autorité qui faisait hocher la tête aux diplomates expérimentés. Son visage s'était décomposé. Elle a essayé de nous le dire. Avait-il dit d'une voix rauque. Elle disait qu'elle travaillait pour l'exécutif, qu'elle coordonnait la politique, qu'elle conseillait sur des questions stratégiques. Nous n'avons tout simplement pas écouté. Nous n'avons pas posé de questions. Nous avons fait des suppositions. Le téléphone posé sur la table avait une nouvelle fois vibré. Un autre message, cette fois visible sur l'écran. De verrouillage, James Morrison, chef de cabinet, Emily, le président souhaite que ta note sur l'Ukraine inclue le contexte historique. Il fait plus confiance à ton jugement qu'à celui de n'importe qui d'autre. Le président fait plus confiance à son jugement qu'à celui de n'importe qui d'autre. Avait lu maman à haute voix, la voix brisée. Le président des États-Unis. De mon côté, dans le SUV, je finissais mon analyse des rapports de renseignement. Lorsque nous sommes arrivés à la Maison-Blanche, j'ai été escorté directement vers la Situation Room, où le Conseil de sécurité nationale était déjà réuni. Emily m'a salué la générale Collins avec soulagement, Dieu soit loué. Nous avons besoin de ton évaluation avant que le président n'arrive. Je me suis avancé vers le bout de la table, où les analystes avaient affiché des images satellites, des interceptions de communication, et des données sur les mouvements de troupes, répartis sur plusieurs écrans. C'est un test coordonné. Ai-je commencé, en désignant la chronologie. Cet acteur, 4 fuseaux horaires, synchronisés dans une fenêtre de 90 minutes. Il ne prépare pas une attaque. Il mesure nos capacités de détection et de réponse. Comment devons-nous réagir? A demandé le secrétaire à la Défense. Nous ne réagissons pas sur le plan militaire. Nous répondons en démontrant que nous avons détecté leur coordination moins de 3 heures après son déclenchement. Nous briefons nos partenaires de l'OTAN simultanément, prouvant ainsi un partage parfait du
Renseignement. Nous leur faisons comprendre que quoi qu'ils aient appris sur leur propre capacité, nous en avons appris bien plus sur leur méthode de coordination. La directrice Zhang a hoché la tête, en gros, nous retournons leur propre repérage contre eux. Exactement. Ils voulaient nous observer, à la place. Ils ont révélé leur propre infrastructure de coordination. Le président est entré, et tout le monde s'est levé. Il nous a fait signe de nous rasseoir, puis m'a fixé du regard, Émilie. Dis-moi les choses sans détour, sommes-nous au bord du gouffre? Non. Monsieur. Nous sommes observés. Je recommande que nous leur montrions non. Seulement que nous avons réussi leur test, mais que nous en avons tiré des enseignements. J'ai préparé une réponse diplomatique qui témoigne de notre fermeté, sans susciter d'escalade. Je t'écoute. J'ai passé les 30 minutes suivantes à briefer le président et le Conseil de sécurité nationale sur les implications stratégiques, ainsi que sur la réponse recommandée. À la fin, toute la salle hochait la tête. Voilà pourquoi je voulais Émilie sur ce dossier, a déclaré le président à l'Assemblée. Personne ne perçoit ces schémas plus vite ni plus clairement qu'elle. Mettez cela en œuvre exactement comme elle l'a défini. La réunion s'est terminée. Alors que je rassemblais mes dossiers, James Morrison s'est approché de moi. Émilie, le président souhaite que tu briefes les dirigeants du Congrès. Cet après-midi. Les commissions du renseignement du Sénat et de la Chambre des représentants. Bien sûr, ai-je accepté. Par ailleurs, nous recevons des demandes de la presse concernant la situation. Dans quelle mesure pouvons-nous révéler ton rôle? Rien de spécifique. Ai-je répondu du tac au tac, ne mentionnez pas mon nom, attribuez le mérite à l'ensemble de la communauté du renseignement. Tu dis toujours ça, a fait remarquer James. Tu sais, tu pourrais être la spécialiste en politique la plus célèbre d'Amérique si tu le voulais. Je n'ai pas envie de l'être, ai-je répliqué, je veux faire ce travail efficacement. La célébrité ne ferait que compliquer les choses. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Je suis sorti dans un couloir sécurisé, puis j'ai répondu. Maman? Émilie, sa voix était lourde de larmes. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Que aurais-je dû vous dire? Que tu es. Que tu es l'une des personnes les plus importantes du gouvernement. Que tu conseilles le président. Que tu ne classes pas des papiers. Tu élaborais une politique qui influe sur le monde entier. Vous ne m'avez jamais demandé ce que je faisais vraiment, ai-je dit gentiment. Vous m'avez demandé où je travaillais, et je vous l'ai dit. Vous m'avez posé des questions sur ma journée, et je vous ai donné des informations exactes. Vous les avez simplement interprétées à travers vos propres a priori. Nous avons été si cruels avec toi, si méprisants. Nous pensions que tu gâchais ton potentiel. Vous pensiez que je gâchais le potentiel que vous imaginiez pour moi, ai-je rectifié. Le droit des affaires, la fortune personnelle, la réussite visible. Mais cela n'a jamais été mon objectif. Je voulais servir mon pays au plus haut niveau possible, et c'est exactement ce que je fais. Jessica est anéantie. Elle te disait de passer des entretiens pour la conformité, elle te comparait à ses propres collaborateurs juniors. Jessica mesure le succès en termes de statut d'associé, et de bureau de direction. Je le mesure en termes d'impact. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ton père, Émilie. Il a dit à ses amis que tu faisais un travail administratif ennuyeux, il s'est excusé pour ta carrière. Il s'est excusé pour une carrière qu'il ne comprenait pas, et dont il ne s'est jamais donné la peine de s'informer. Cela me renseigne sur ses valeurs, pas sur les miennes. Un long silence s'est installé. Peux-tu nous pardonner? Il n'y a rien à pardonner. Maman? Vous avez simplement révélé ce qui a de la valeur à vos yeux, le statut, la richesse, la reconnaissance. Moi, je valorise le service, l'impact, et l'efficacité.
Nous sommes simplement des personnes différentes, mais nous sommes une famille. Oui, ai-je approuvé, et je viendrai toujours aux réunions de famille, je répondrai toujours quand tu m'appelleras, mais je ne vais pas faire comme si ces 8 années de mépris ne m'avaient pas montré à quel point votre respect est conditionnel. Émilie, s'il te plaît. Je dois y aller, maman. Je briefe la direction du congrès dans 2 heures, et je dois me préparer. Je t'appelle la semaine prochaine. J'ai raccroché, puis je suis retourné dans mon bureau, un grand espace bordé de fenêtres, offrant une vue directe sur le Washington Monument. Mon assistant m'attendait avec d'autres documents de briefing. Mademoiselle Carter, le président de la commission du renseignement du Sénat souhaite discuter de votre analyse avant le briefing officiel. Organisez cela pour dans 1 heure, ai-je ordonné. Pendant que je relisais les documents, mon téléphone a vibré, un SMS de Jessica. Émilie, je suis tellement désolé. Je n'en avais aucune idée. Est-ce qu'on peut se parler? J'ai répondu, je suis contente que tu le saches à présent, mais connaître mon poste ne change pas qui je suis. Je suis la même personne que ce matin. La seule chose qui a changé, c'est ta perception. Sa réponse est arrivée immédiatement, ce n'est pas juste. Nous t'aurions traité différemment si nous l'avions su. J'ai répondu, exactement, et c'est bien là tout le problème. J'ai posé mon téléphone, puis je me suis concentré sur la préparation du briefing du Congrès. C'était là ce qui importait. M'assurer que les dirigeants du pays comprennent les implications stratégiques des renseignements obtenus le matin même, afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. La reconnaissance tardive de ma famille quant à mon poste était sans importance face à cette tâche. Plus tard dans la soirée, après avoir briefé les 2 commissions du renseignement et m'être coordonné avec nos partenaires de l'OTAN, je suis rentré dans mon minuscule appartement à Arlington. Il faisait en effet 65 mètres carrés, mais il se trouvait aussi à 2 rues du Pentagone. Bénéficiait d'un système de sécurité dernier cri, et correspondait exactement à ce dont j'avais besoin. Je me suis préparé un dîner, des pâtes aux légumes, puis je me suis installé pour lire les dernières évaluations du renseignement concernant l'Asie de l'Est. Mon téléphone a vibré, un SMS de mon frère, David, le chirurgien de Johns Hopkins. Émilie, je viens d'avoir maman. Je n'avais aucune idée de ce que tu faisais. Je suis admiratif. On se parle bientôt? J'ai eu un léger sourire. Puis j'ai rédigé ma réponse. Cela fait 8 ans que je suis à ce poste, David. Je suis la même personne qu'hier. La seule différence, c'est que maintenant tu sais ce que je fais. Vraiment. Sa réponse, je me sens très mal. Nous sommes tous dévastés. J'ai répondu, tu m'as montré qui tu étais quand tu pensais que je n'avais aucun pouvoir, et c'était une information précieuse. Maintenant, tu me montres qui tu es sachant que j'en ai, et c'est tout aussi instructif. J'ai posé le téléphone, puis je suis revenu à mes documents. Le lendemain matin, j'ai reçu un email de Richard Hartwell, le partenaire de golf de mon père, chère mademoiselle Carter, je tenais à m'excuser pour mes remarques d'hier. Je n'avais aucune idée que j'offrais des conseils de carrière à quelqu'un qui a mieux réussi dans le service public que je ne le ferai jamais dans le privé. Si je peux un jour faire quoi que ce soit pour soutenir votre importante mission, n'hésitez pas à me contacter. Richard. J'ai répondu, monsieur Hartwell, je vous remercie pour ces mots aimables. Aucune excuse n'est nécessaire. Vos conseils étaient judicieux pour quelqu'un qui vise le secteur privé, j'ai simplement choisi une voie différente. Bien à vous, Émilie. Dès le lundi matin, la situation en Ukraine avait été réglée exactement comme je l'avais recommandé. Notre signalement diplomatique avait parfaitement fonctionné. Nous avions démontré notre vigilance et notre coordination sans aucune escalade, et les provocateurs avaient fait marche arrière. Le président m'a
Appelé en personne pour me remercier, Émilie, une analyse impeccable, comme toujours. Tu as vu juste sur toute la ligne. Merci, Monsieur le Président. Je ne fais que mon travail. Un de ces jours, tu me laisseras te nommer conseillère à la sécurité nationale. Tu fais déjà le travail. Je me sens bien là où je suis, monsieur. Être en retrait des projecteurs me permet de travailler plus efficacement. Hilary, c'est ce que tu dis toujours. Très bien. Continue comme ça. Le pays est plus sûr grâce à toi. L'après-midi même, ma mère m'a rappelé, Émilie, je voulais te dire que nous organisons un dîner de famille le mois prochain. Ton père et moi aimerions beaucoup que tu viennes. Nous voulons faire des efforts, et t'écouter vraiment. Je serai là si je peux, maman, ai-je répondu. Mais mon emploi du temps est imprévisible. S'il y a une crise, je devrais annuler. Bien sûr, nous comprenons. Tu as de si importantes responsabilités. J'avais les mêmes responsabilités le mois dernier, quand vous étiez contrarié parce que j'avais annulé pour le travail, ai-je fait remarquer doucement, la seule chose qui a changé, c'est votre prise de conscience. Un silence s'est suivi. C'est vrai. A-t-elle fini par dire. Émilie, comment arrange-t-on ça? On ne l'arrange pas, maman. On se contente de le reconnaître. Tu m'as respecté quand tu as su que j'avais du pouvoir, et tu m'as méprisé quand tu pensais que je n'en avais pas. C'est ce que tu es. Je peux l'accepter, et continuer à entretenir une relation avec toi, mais je ne vais pas prétendre que ces 8 dernières années n'ont pas montré à quel point votre respect était conditionnel. C'est tellement dur. C'est honnête, ai-je corrigé. Et j'ai appris que des relations honnêtes, même inconfortables, valent mieux que des relations fondées sur de faux semblants. Après avoir raccroché, je suis resté assise à mon bureau, à regarder le Washington Monument, tout en réfléchissant aux notions de perception et de valeur. Ma famille avait passé 8 ans à me prendre pour une petite bureaucrate, parce que je n'exhibais pas la réussite selon leurs propres critères. Ils mesuraient l'impact aux chiffres sur le bulletin de paie, au titre professionnel, et au prestige visible. Moi, je le mesurais aux conflits évités, aux négociations réussies, et au cadre stratégique qui protégeait la population. Aucune de ces mesures n'était mauvaise, elles étaient simplement différentes. Mais la façon dont ils m'avaient traité, lorsqu'ils me pensaient sans pouvoir, avait révélé une vérité essentielle. Leur respect était transactionnel, conditionné par le statut plutôt que par la valeur morale. À présent, ils connaissaient mon statut, et ils cherchaient désespérément à réparer la relation. Mais je n'avais plus besoin de leur respect. En réalité, je n'en avais jamais eu besoin. J'avais la confiance du président, l'appui des chefs d'état-major, et le respect des directeurs du renseignement comme des diplomates étrangers. J'avais évité des guerres, négocié la paix, et façonné des politiques qui influençaient la vie de millions de personnes. L'opinion de ma famille n'avait jamais eu la moindre importance quant à ma réussite réelle. Prendre conscience de cela constituait une délivrance en soi. Je me suis retourné vers mon ordinateur, où une nouvelle note de renseignement n'attendait plus que mon analyse. Il y avait du travail. Un travail important, qui ne ferait jamais la une des journaux, et que ma famille ne comprendrait jamais vraiment, mais qui comptait bien plus que ne le pourrait jamais leur approbation tardive. J'étais Émilie Carter, conseillère adjointe à la sécurité nationale auprès du président des États-Unis. Et je l'avais toujours été, que ma famille le sache ou non.